Alors, vous voyez, si dans le cours précédent, nous avons pu évoquer un tout petit peu ce que voulaient dire les termes du système méridien, on avait évoqué aussi que dans notre progression, on allait repartir un petit peu de l'origine et puis de voir euh, sur quoi ça s'appuie, d'où il est construit ce système méridien. Il n'apparaît pas comme ça, sans une pensée profonde et sans une interaction profonde avec quelque chose de plus vaste dans le monde. Et c'est l'observation des phénomènes naturels à la fois sur des aspects subtils comme sur des aspects plus, plus manifestes que les Chinois ont beaucoup étudié. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter de cette origine, on va repartir de cette origine, et puis on va voir comment ça s'est un petit peu construit dans la pensée et aussi dans la perception de ceci. Alors, d'abord, il y a quelque chose, une première sentence, une première phrase qui dit Wu Ji Sheng Tai Qi, ce qui veut dire que le sans limite, l'indéfini, c'est-à-dire Wu Ji, ce qui n'a pas de forme, ce qui ne peut même pas être pensé, engendre l'absolu, c'est-à-dire le un, le Tai Chi. Ça, c'est très important parce que ça veut dire qu'il y a dans la pensée, quelque part, l'acceptation qu'un plan est indicible, que quelque chose est en dehors de l'aspect de la connaissance du mental. C'est-à-dire que quelque chose qui ne pourra pas être défini uniquement par la pensée. Et c'est ce sans limite, ce sans fait, ce qui ne peut être déterminé, qu'on va pouvoir appeler le Tao. Hein, c'est vraiment ce que l'a dit Lao Tzu, le Tao qu'on nomme ne peut pas être le Tao parce que dès qu'on le nomme, on le réduit à quelque chose et il est au-delà. Donc il y a cette toile de fond Wuji, indicible, à partir de laquelle ça va engendrer il va y avoir une mise en mouvement de cet indicible finalement, on pourrait dire, de cette unité qui va engendrer ce qu'on appelle le Tai Chi, ça veut dire ça va engendrer deux formes, deux forces qui vont être caractérisées par l'aspect yin-yang en chinois. On verra en détail ce que ça veut dire. Et donc, ce sans-fait va engendrer le Tai Chi, le 1. Ça veut dire que le Tai Chi, c'est lui qui va permettre d'engendrer le yin-yang. Alors, voilà. Du sans-fait va arriver ce symbole du Tai Chi qui représente déjà, rien que je fais un petit rappel très très rapide pour qu'on soit clair sur la manière dont on peut l'appréhender, même si je l'ai déjà partagé avec beaucoup d'entre vous, c'est que ce cercle, la forme en elle-même est très intéressante parce que c'est un cercle, et un cercle, ça n'a ni commencement ni fin. Et ce cercle, il est d'abord peint en noir, en tout cas dans une couleur très sombre. Ça veut dire qu'on part du yin, de l'obscur, de quelque chose qu'on ne peut pas non plus définir. La prédominance de quelque chose qui est indicible est fondamentale dans la pensée. Et c'est vraiment, ça va avoir une importance tout au long de notre pratique et tout au long de l'expression de celle-ci. Parce que cet indéfini, il va transparaître partout. Il va être présent dans toute chose. De cette forme ronde, circulaire, sombre, illimitée, eh bien, on va voir un mouvement qui va se créer. Et ce mouvement, quand on l'observe dans la nature, on pourrait dire que c'est la croissance et le cycle de la lumière qui va monter. Et c'est pour ça que, à l'origine, la partie blanche était rouge, c'est-à-dire montrer l'aspect dynamique. Et on voit un déploiement de ce dynamisme. Et vous voyez que ce déplacement, il n'est pas linéaire. Hein. Ça fait un peu comme une vague. Il y a une amplification de celui-ci. Et puis à la fin, eh bien, réapparaît le point noir, en fait. C'est parce que le yang étant arrivé à son apogée, au maximum de celui-ci, on va voir le germe de la toile de fond qui réémerge. Et au plus sombre de l'obscurité, on a la racine de la lumière, ce point blanc. Et ça crée un équilibre. Alors, il y a un ouvrage, bien sûr, qui en a parlé très profondément de toutes ces mutations, c'est le I Ching ou I Ching. C'est un classique qu'on traduit souvent par I Ching, livre des mutations, ou classique des changements, ou livre des transformations. En tout cas, on voit bien qu'il évoque là tout un paradigme de ce qui va se passer entre le ciel et la terre, et au sein des 10 000 êtres, c'est-à-dire de l'ensemble des êtres. Alors, le Tai Chi, le symbole du Tai Chi, c'est nommé aussi le fait suprême. Et il y a une petite citation qui dit « Le Tai Chi, le fait suprême, engendre deux principes opposés, deux images, deux I, deux intentionnalités. Ces deux opposés
vont engendrer 4 phénomènes ou 4 formes apparentes, qu'on appellera xiang, c'est-à-dire 4 images apparentes. Et ces 4 phénomènes vont engendrer eux-mêmes 8 trigrammes. Mais pas, ça veut dire 8, quoi, ça veut dire transformation, 8 trigrammes. Donc vous voyez, on voit une évolution quasi mathématique du développement, du déploiement de l'unité vers le multiple. De l'unité, l'indicible, va ensuite naître le 2, du 1 va naître le 2, du 2 va se multiplier, on va voir apparaître le 4, des images, et de ce 4, ensuite, on va voir 8 autres images qui vont apparaître, 8 autres phénomènes, et ainsi de suite, en cascade. On dit un yin, un yang, c'est le Tao. Ce qui compose les Tai Chi, les yin et les yang, qui composent les deux forces primordiales qui agissent dans cet univers. Alors, le yang, il est symbolisé par un trait plein, unifié. On peut y associer à ça le rayonnement du soleil. Parce que le soleil, c'est toujours la même énergie. Si on observe un ciel sans nuages, eh bien, les rayons du soleil vont apparaître ininterrompus et se diffuser partout avec la même énergie. Et rien ne les interrompt en réalité. Et d'ailleurs, dans le ciel lui-même, rien n'est interrompu, c'est sans limite, c'est une unité. C'est pour ça qu'on a pris cette image, ce concept de cette entièreté, d'accord, avec ce trait plein. Le yin, par opposition, va être symbolisé par un trait interrompu. C'est-à-dire que là, on va avoir du multiple. La Lune, la Terre, le cycle lunaire vont donner des énergies différentes. Par exemple, si on regarde la Lune, suivant son cycle, eh bien, on peut trouver la Lune noire. Elle va ensuite être plus ou moins croissante à l'intérieur du ciel. Donc, on voit une multiplicité des rythmes sur la Terre. Et d'ailleurs, sur la Terre aussi, on va avoir des paysages très multiples. On va avoir des montagnes, des rivières. Et en fait, tout est un peu interrompu, tout se transforme, mais il y a des singularités. Donc c'est pour ça qu'on utilisera ce symbole et ce trait, entre autres, pour montrer, pour caractériser ces changements, ces ruptures, changements de qualité. Mais c'est qu'une des façons de l'appréhender, il y en a bien d'autres. Hein. Le yang, finalement, a tendance à être un mouvement d'expansion. C'est un mouvement dynamique qui va dans toutes les directions. C'est des forces qui sont en extension. Et ça, c'est important de comprendre ce concept, parce que tout ce qu'on va voir auprès du yin-yang, c'est des concepts dynamiques. Donc, c'est une tendance du yang au rayonnement et à l'expansion, à la chaleur, à la lumière. Ça, c'est sa dynamique. Vous voyez mon curseur sur le screen, là, Oui. Ok, très bien. Vous voyez là cette petite partie de l'idéogramme? Cette partie-là, ça représente un tertre, c'est-à-dire un point de référence. Vous voyez, un point de référence. Et on le retrouve d'ailleurs dans l'idéogramme yang, comme dans l'idéogramme yin. Donc, on a un point de référence. Ça va être super important. D'où on va observer les choses. Vous voyez le petit trait ici? Ça représente la ligne d'horizon. C'est-à-dire qu'on est en train d'observer un paysage. Au-dessus de ce paysage, ici, il y a le soleil. Ça, cette partie-là représente le soleil. C'est-à-dire une belle journée ensoleillée, quoi. Et puis, en dessous, ici, cette partie de l'idéogramme, là, cette partie-là, peut représenter soit des bannières sous le vent, des drapeaux qui bougent, soit on peut la représenter comme la patte d'un caméléon. En fait, on nous parle d'un changement. Parce que si on observe ce magnifique paysage sous le soleil, néanmoins, quelque chose bouge, il y a du vent, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est pas statique, c'est pas figé. Vous comprenez? En fait, si on regarde l'idéogramme yang, c'est ce qu'il contient en lui-même. Et si on regarde l'idéogramme yin, on est toujours au même endroit, on retrouve toujours notre ligne d'horizon, mais là, la partie du dessus représente quelque chose qui amène à une accumulation intérieure. Il y a quelque chose qui est en train de s'accumuler. Et qu'est-ce qui est en train de s'accumuler? Eh bien, ce sont des nuages. Ça veut dire que le temps, il est en train de changer. Dans le yang, c'est le plein soleil, il fait beau, c'est lumineux, tout ça, c'est l'expansion. Dans le yin, il y a quelque chose de plus frais, de plus froid, une tendance on va rentrer à la maison, quoi, à une intériorité, globalement, vous voyez. Mais
c'est parce qu'on observe du même endroit ces deux dynamiques-là, du yin-yang. Donc, si la dynamique du yang est un mouvement vers l'extérieur, la dynamique du yin, lui, est un mouvement centripète, un mouvement de concentration. C'est un mouvement qui va avoir tendance à revenir vers l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut imaginer les traits yang comme en train de s'expanser vers l'extérieur. Et en fait, vous voyez dans mon petit schéma, non seulement il s'expanse vers l'extérieur, mais on pourrait aussi penser qu'il s'expanse au bas. Vous voyez, multidirectionnel. Là, j'ai représenté que 2 flèches dans mon schéma, mais en fait, c'est une expansion dans toutes les directions. D'accord? Et donc, finalement, ça s'expanse vers l'infini. Et ça s'expanse tellement qu'à un moment donné, le yang va arriver à un moment de mutation. C'est-à-dire que on va arriver ici à un endroit qui va générer une rupture. Ça s'est tellement expansé d'un côté comme de l'autre qu'on va arriver ici à une mutation, à un moment très particulier de changement. Et ça va muter en quoi? Ça va muter en yin, bien évidemment. Quand quelque chose arrive à son apogée, c'est l'inverse qui se manifeste. Et donc ce yin maintenant apparaît. Et le yin, ici, lui, on l'a dit, c'est des forces de concentration, de retour vers l'intérieur. Eh bien, cette dynamique va se produire jusqu'à ce que, vous voyez, ces deux forces vont finir par se rassembler. Et bien évidemment, on va aboutir de nouveau à une dynamique yang. Donc vous voyez, par ce schéma très simple, on voit bien que les dynamiques dans l'univers, mais dans notre corps, à partir d'une même et seule et même énergie, vont avoir parfois des tendances à l'expansion, mais ça va être contrecarré à un moment donné par des mouvements de concentration qui, eux aussi, au même titre, arrivés à un certain moment, vont toucher le maximum de concentration pour s'unifier et de nouveau voir réémerger le mouvement d'extension. Le yin-yang n'existe pas au sens d'une pierre ou d'un objet qui existe. Ce sont que des descriptions de types de mouvements, des indications de fluctuation, de flux constants qui constituent la matière et qui nous constituent à la fois en tant qu'individualisés, qu'être individualisés, mais aussi de tout l'environnement. C'est ce qui va aussi se passer à l'intérieur des méridiens, c'est-à-dire qu'il va y avoir des méridiens qui vont être tournés vers un flux d'expansion, des méridiens qui vont être tournés vers des flux de condensation, et on va voir qu'à l'intérieur des uns et des autres, des qualités vont se développer. On va retrouver des méridiens de tendance yang, des méridiens de tendance yin, c'est normal, puisque dans la nature, c'est comme ça que c'est organisé. Alors maintenant, ce yin-yang ici, au niveau du tai chi, on dit que ces deux principes vont engendrer 4 images. 2 principes engendrent 4 images. Le tai chi, c'est égal à 1 finalement, c'est une unité quelque part, non-différenciation des phénomènes. Le 1 va se manifester dans le monde phénoménal sous 2 formes, yin-yang, des figures à 2 niveaux, encore à 2 traits superposés, chacune valant yin-yang. Alors combien d'images pourrions-nous créer à partir de ces 2 éléments? Il n'y a que 4 possibilités finalement. Il y a une première possibilité à 2 niveaux, c'est que le yang se manifeste 2 fois, c'est totalement yang. Et donc ces images-là vont correspondre à des qualités énergétiques très archétypales. Donc une force très dynamique qu'on va appeler le tai yang. Tai, ça veut dire grand, le grand yang, il n'y a que du yang. Ça, c'est une première image qui peut être créée à partir de ces 2 polarités. Il y a une deuxième image qui peut être créée à partir de ces 2 polarités, c'est que le yang et le yin vont s'organiser de cette manière-là. Un yin va apparaître et shao, ça veut dire petit. Et ici, on a le petit yang. C'est toujours du yang, il y a la présence de yin. On peut continuer. Ici, le yin, c'est shao-yin. Il y a un mouvement yang à l'intérieur, donc c'est un petit yin, en comparaison avec le tai yin, qui est lui que du yin.
Donc on voit que on a 4 images et on ne peut obtenir que 4 figures à partir de ces deux principes. C'est pas possible de créer d'autres images. Et donc on va voir la séquence, comment ça va s'organiser tout ça. Alors autour du Tai Chi maintenant, on va essayer de mieux comprendre ça sur un plan rythmique. Là, on pourrait utiliser des orientations cardinales, hein. C'est-à-dire on pourrait diviser ici avec l'émergence du yang, hein, son apogée ici, puis sa diminution jusqu'à son apogée du yin ici, et puis ensuite ça remonte dans ce sens-là. Si on part d'ici, c'est le solstice d'hiver, c'est-à-dire au maximum du yin, au maximum de l'obscurité, là où la lumière, finalement, dans la nature, est la moins importante. C'est-à-dire que c'est le solstice d'hiver. À partir de ce moment-là, dans ce solstice d'hiver, au plus noir, au plus sombre de la lumière, eh bien, le germe de celle-ci va remonter, d'accord? Il va y avoir une mise en tension de l'énergie, une mise en tension du yang. Et il va y avoir une réémergence jusque au niveau de l'équinoxe de printemps. L'équinoxe de printemps, on va voir qu'il va y avoir un équilibre qui va se produire entre l'obscurité et la lumière. Donc à partir de là, eh bien, cette mise en tension va augmenter, c'est-à-dire que le yang va augmenter jusqu'au solstice d'été. Mais on pourrait dire aussi de l'aube à midi, d'accord? Le soleil va croître et on va voir un mouvement de chaleur dans le ciel. On peut dire que c'est le yang dans le yang. Et à partir de ce moment-là, entre midi et 18h, eh bien, il va y avoir un mouvement de décroissance. La force yin va rentrer dans le yang. On pourrait dire qu'il y a du yin dans le yang. Équinoxe d'automne. Et puis, il y a cette décroissance jusqu'au maximum de la nuit. C'est la période de repos. C'est la période qui est la plus yin. On dit que c'est le yin dans le yin. On dit aussi, et on pourrait imaginer que le soleil est sous la terre en quelque sorte. D'ailleurs, je l'avais déjà évoqué auprès de certains d'entre vous, mais à travers ce rythme-là qui est un cycle naturel, qu'on voit donc au niveau de la journée et qu'on voit aussi au niveau de l'année, eh bien on peut comprendre que si on suit ce rythme-là dans notre biologie, il y a des choses qui sont plus cohérentes que d'autres. Vous voyez, par exemple, à cette époque-là de l'année, il devrait y avoir pour nous de moins en moins d'activités dans notre vie. C'est-à-dire qu'à partir de 18h, 19h, 19h30, 20h, ce serait un moment assez bien pour aller se reposer. Parce que c'est là où on va le mieux récupérer. On va reconstruire dans le yin, on reconstruit à l'intérieur dans cette période-là. Mais si on se couche, par exemple, vers 2h, 3h du matin, et ben là, on voit déjà qu'il y a une poussée dans le yang. Ça veut dire que même si je me couche à 2h du matin et que je dors jusqu'à 11h30, midi, 1h, 2h de l'après-midi, eh bien la qualité de mon sommeil sera toujours moins bonne que pendant cette période-là. Alors bien sûr, ça c'est la théorie, parce que dans nos vies, des fois, c'est très difficile à mettre en œuvre. On a rallongé nos soirées, on a rallongé notre activité, mais ça montre un petit peu comment le rythme de l'énergie circule à la fois dans la nature, mais aussi en nous. Et puis là, vous voyez, après minuit, 1h, eh bien, c'est la remontée du yang, le yang dans le yin. Au solstice, d'hiver, la lumière n'est pas visible, néanmoins elle est présente. Et on va voir le printemps redémarrer. Et cela explique pourquoi les Chinois, qui sont basés sur un calendrier lunaire, placent le printemps bien avant nous. Nous, on place le printemps quand on le voit émerger, vous voyez, dans le yang, dès qu'on voit les fleurs sur les arbres, tout ça. Mais c'est déjà la fin, quoi. C'est déjà la fin du mécanisme. Pour les Chinois, en tout cas, et pour la nature, la remontée de l'énergie commence beaucoup plus tôt, dans quelque chose qui est très peu visible, mais qui est néanmoins présent. Petit détail, c'est pareil dans nos vies. Parfois, il y a des choses qui sont presque imperceptibles, mais si on ne les prend pas à la racine et qu'on attend qu'elles aient pris des proportions importantes, c'est toujours plus délicat parfois. Vous voyez ?
D'où cette idée de prévention, en quelque sorte. Donc, on retrouve notre tai chi, le yang dans le yang, ce qu'on a dit tout à l'heure. Ici, le yin dans le yang, on voit une décroissance du yang. Ici, le yin dans le yin. Et là, le yang dans le yin. Donc, ces 4 images-là, ça représente l'univers en mouvement. C'est un continuum d'espace-temps, d'états qui vont passer dans des qualités yin et yang. Alors maintenant, ces 4 images-là, elles vont donner naissance à des formes plus complexes, à des agencements de l'énergie plus détaillés. Et on va trouver de ces 4 images-là, de ces 4 images fondamentales, on va trouver la création de 8 images. Qu'on avait 8, ça veut dire pas, et quoi, qui veut dire quelque chose de clairvoyant, on peut voir. Alors comment ça va se passer? Comment ça va se construire? Eh bien, vous voyez, pour chacune de ces entités énergétiques, de ces qualités primordiales, eh bien, il peut se passer plusieurs situations. C'est-à-dire que, à partir de du tai yang, soit l'énergie continue à être yang, et on va voir une figure, une architecture singulière, soit dans le yang, dans cette architecture-là, on va pouvoir voir ici du yin. Ça veut dire que c'est la même racine, mais elle peut être polarisée, soit de manière dynamique, soit de manière concentrée. Et donc, on a deux tendances énergétiques qui ont un point commun. Hein, elles vont se nommer différemment, bien sûr, hein, mais elles ont quand même des caractéristiques qui sont reliées. Et ça aussi, c'est très important. Et pour toutes les figures primordiales à 2 niveaux, on va retrouver ce même mécanisme. C'est-à-dire soit une dynamique yang, soit une dynamique yin. Et ces 2 figures-là vont avoir quand même une racine commune, une singularité, mais elle va se manifester soit de manière dynamique, soit de manière passive. Donc on a bien des caractéristiques très singulières, mais plus fines. Et bien sûr, ces dynamiques-là sont différentes de celles-ci. Pareil ici, exactement la même chose. Vous voyez? Et pareil, on a exactement la même chose à ce niveau-là. Et donc, on va voir l'émergence de 8 nouvelles figures, 8 nouveaux aspects dynamiques issus de ces 4 images. Donc, on va continuer de parler de c'est pas quoi, mais maintenant, vous voyez ces images, donc on a là nos 4 images, ce xiang, d'accord? Et on va regarder comment un trigramme, il est constitué. Parce que symboliquement, un trigramme, c'est-à-dire une figure à 3 niveaux, elle va avoir des tendances. Chacun des niveaux va exposer une particularité. Voilà, c'est une figure à 3 niveaux et on va voir la structure des quoi. Alors, il y a un premier niveau qu'on appelle Xia, c'est le niveau inférieur. Ce niveau inférieur, il peut être yang ou yin. Finalement, on n'a pas beaucoup de choses. Donc, le niveau inférieur, Xia, il représente la terre, c'est-à-dire l'entrée, le point d'appui. Dans une figure à deuxième, à 3 niveaux, on a l'étage central qu'on va appeler Tong, qui veut dire le centre, Song, qui lui peut être aussi de dynamique yang ou qui peut être de dynamique yin. Et symboliquement, ça va représenter l'homme. Dans notre figure à 3 niveaux, la partie supérieure, ici, qui peut être elle aussi yang ou yin, va représenter le ciel, Tien. Donc vous voyez, on a un ternaire ici, terre, ciel, homme, qui est extrêmement important. C'est un ternaire qu'on va beaucoup retrouver. Donc, chacune des figures à 3 niveaux va symboliquement représenter un aspect lié à la terre, à l'homme et au ciel. Alors ces trigrammes, eh ben, ce sont les principales forces universelles, les forces naturelles. 2 polarités très simples ici. On va avoir une figure à 3 niveaux qui s'appelle Tien. Ici, Tien, ça représente, c'est que du yang, vous voyez, c'est l'élan créateur.
ça va représenter le ciel. Ça va symboliser la créativité, la force, l'initiative. Vous voyez, le yang pur. Et puis en face, on a une autre caractéristique énergétique ici, c'est que du yin. Ça s'appelle Kun. Kun. Ça représente la terre. Ça symbolise finalement la disponibilité, l'adaptabilité, l'accueil, la réceptivité. Donc dans ces figures à 3 niveaux là, ces trigrammes, ben on a 2 dynamiques très créatives, hein, puisque on a finalement, si on était un peu trivial, on pourrait dire c'est papa-maman, hein. 2 polarités singulières. Mais il suffit pas que papa-maman soient dans la même salle pour qu'il y ait de la créativité. Il faut qu'il y ait une entente, il faut qu'il y ait une interrelation. Ces 4 phénomènes vont engendrer les 8 trigrammes qui eux-mêmes vont engendrer ce qu'on va appeler les 64 hexagrammes qui sont des figures à 6 niveaux. Donc ces hexagrammes vont définir toutes les mutations qui sont possibles de tous les phénomènes du vivant. Et c'est toutes des combinaisons du yin-yang. Comment ça va se passer? Comment le yin-yang va engendrer ce qu'on appelle les 10 000 êtres, c'est-à-dire la multitude? Vous vous souvenez peut-être que on a dit que le yang, il était en expansion, donc sa caractéristique, c'est de monter, d'accord? Et que le yin, c'était plutôt quelque chose qui se recentrait. Donc son mouvement, il est plutôt descendant. Là, ça monte, yang, et ici, ça descend, yin. OK? Donc, si on regarde une figure à 6 niveaux, c'est-à-dire un hexagramme, on va voir le ciel qui monte vers le haut, d'accord? Et on va voir ici la Terre dont son mouvement énergétique est vers le bas. Le ciel est en haut, la Terre est en bas, et les 2 mouvements, finalement, ont tendance à s'éloigner l'un de l'autre. Cet hexagramme dans le I Ching montre une situation énergétique particulière qui s'appelle Pi. Pi, c'est l'hexagramme 12. Et cet hexagramme-là, ça montre une situation où l'idée qui est véhiculée est la suivante, c'est que le ciel et la terre n'interagissent pas. Il y a là, dans cet hexagramme, une notion qui est liée à l'obstacle, quelque chose qui empêche la communication et le développement. Il n'y a pas d'interaction ici, dans cette situation. Il n'y a rien qui peut être produit, en fait. Dans un livre très important dans la médecine chinoise qui s'appelle le Huangdi Jing, c'est le canon de l'empereur jaune, il est dit que la séparation du ciel et de la terre indique la mort. Rien quand même, hein. Mais vous voyez, heureusement, il y a une autre situation qui peut se produire. C'est que ici, la terre occupe la place supérieure, donc son mouvement est de descendre, et le ciel, lui, ce mouvement, cette dynamique énergétique qui est de monter, occupe une place inférieure. Et donc, on se retrouve dans une autre situation. Là, il y a une forme d'interaction qui peut avoir lieu. C'est pas le même hexagramme, c'est l'hexagramme 11 qui s'appelle Tai, qui lui veut dire que ici, le ciel et la terre interagissent. C'est-à-dire qu'il y a des échanges harmonieux qui peuvent favoriser la fluidité, la création et le mouvement dans tous les sens. Donc celui-ci, il est très créatif, il va produire des choses, et ici, ce mouvement va moins produire les choses. C'est des choses qui sont plus figées. Alors comment ça va s'opérer? Comment, à partir de l'hexagramme 11, finalement, le ciel et la terre vont rentrer en communication? Eh bien, vous voyez ici, on a ces 3 niveaux, 1, 2, 3. Et ici, pareil. Il est possible que le ciel, ici, rencontre la terre au premier niveau. Et à ce moment-là, vous voyez, le ciel va rencontrer la terre au premier niveau, ici, et on va obtenir une première figure. Vous voyez, le ciel rencontre la terre au premier niveau. Ce trigramme, ici, va s'appeler Zhen, ça veut dire l'éveilleur. Ça symbolise le tonnerre, ça symbolise l'impulsion vitale,
c'est une qualité énergétique qu'on va retrouver en nous. C'est la mise en route. Donc, dans le système méridien, il y aura des qualités d'énergie et il y aura des méridiens qui vont aussi parler de cela. Ensuite, à l'inverse, la Terre, elle peut fusionner avec le ciel au premier niveau. Et là, vous voyez, on a une autre qualité énergétique qui apparaît. Et ici, cette qualité va être nommée Sun, qui veut dire le bois racine, c'est-à-dire quelque chose qui va prendre racine, mais qui va doucement s'infiltrer. Ça va symboliser la pénétration, l'intériorisation. Vous voyez? C'est une autre qualité énergétique. Ensuite, on va continuer notre idée, c'est que le ciel va rencontrer la terre au deuxième niveau. Et si le ciel rencontre la terre au deuxième niveau, on voit bien la création d'une autre structure énergétique. Et elle, celle-ci, va s'appeler Kan. Kan. Ça symbolise ici l'eau, l'insondable. En fait, c'est des eaux très profondes. C'est l'endurance. Ça parle des abîmes. Vous voyez, des choses qui viennent chercher une énergie fondamentale. On parle souvent, c'est lié souvent à la peur, parce qu'on va descendre dans des profondeurs. On en reparlera plus aisément plus tard. Maintenant, la Terre va fusionner avec le ciel au deuxième niveau. Et ici, vous voyez, une autre qualité énergétique émerge, qu'on appelle Li, qui représente le feu, la clarté, la lucidité, la vivacité, l'éclat. Vous comprenez bien, là, vous commencez à voir que les choses se répondent en miroir. Ensuite, le ciel va pouvoir fusionner avec la Terre au troisième niveau. Et on va avoir une autre configuration énergétique maintenant, qui va se nommer Gun. Gun, c'est la montagne. Ici, l'idée, c'est l'immobilisation. C'est quelque chose qui est lié à la cohésion, au calme, à la solidité, mais aussi à la rigueur. Mais l'idée là derrière, ce trigramme-là, va être lié à la méditation. La montagne était des lieux de refuge, étaient des lieux de stabilité où l'individu pouvait venir se poser. Donc il y avait vraiment cette idée-là, dans ce trigramme-là. Et puis, la Terre va fusionner avec le ciel au dernier niveau, et on a une autre figure énergétique qui arrive, qui va représenter la luminosité légère. Vous voyez? La luminosité qu'on trouve dans les marais. C'est-à-dire, vous voyez, ces brumes qui donnent une forme de joie, une forme d'élévation. Ça, c'est l'idée qui est contenue dans cette force énergétique. Donc, on a vu, en fait, comment tenir ces 8 forces fondamentales qui sont les pas quoi. 2 aspects qui vont encadrer, 2 piliers qui vont encadrer, un très dynamique et un très réceptif. Et à l'intérieur de ça, toute la variation, 1, 2, 3, 4, 5, 6 forces fondamentales qui vont être redoublées dans le corps et qui donneront 6 redoublés, ça fait 12, qui donneront les 12 méridiens. Et ces deux-là, qui représentent le yang pur, eh bien dans le corps, ce sera le Tumai, et cette forme-là qui représente le yin pur, ce sera le Janmai.